Une revue complète et un essai routier de la Honda Civic actuelle et mise à jour. C'est maintenant un lifting pour le marché européen. Aujourd'hui, on commence par le prix. C'est affiché à environ 40 000 euros sur le marché européen ou bien 30 000 dollars en Amérique du Nord pour un véhicule presque entièrement équipé. Mais la question est, qu'obtenez-vous exactement pour ce prix en termes d'extérieur, d'intérieur et de conduite? Avec Thomas sur AutoG Full en 4K, plein écran et en intégralité. Allons-y ici avec la mise à jour à l'avant. Il y a une nouvelle insertion blanche dans ce cas précis ou une insertion correspondant à la couleur de la carrosserie pour les autres teintes disponibles. Avant, cette zone, en quelque sorte, était presque une seule et même zone. Maintenant, ils l'ont un peu différenciée. Au fait, je l'ai en mode hybride pour éviter que la batterie de 12 volts ne me lâche sur la route. Parfois, le moteur se met en route et parfois, il s'éteint tout seul. L'avant a un look vraiment cool. Avant et après le lifting, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, voici la Civic Hatchback. Elle mesure 4,56 m, soit 179 pouces. Il y a aussi la Civic Sedan qui est un peu plus longue. Mais le marché européen se concentre principalement ici sur la version hatchback, un design toujours très élégant sur la silhouette latérale. Ici, contraste noir et blanc. Le blanc platine est une option. En fait, des jantes de 17 ou dans ce cas 18 pouces, car c'est la finition sport, appelée finition Civic Sport. Et on peut voir que la berline conserve un style un peu plus haut que celui-là, bien sûr, avec une allure de berline, mais sans avoir un haillon coupé net, il conserve cette ouverture en fastback, offrant plus de flexibilité pour le coffre, et ainsi de suite. On voit ici eHave, leur système hybride. Il y a aussi des modèles non hybrides pour le marché nord-américain. Les specs du moteur sont en description ou en commentaire épinglé. Sur les marchés européens et américains, il y a ce système EHEV, un hybride 4 cylindres de 2 litres. 184 chevaux en Europe, 200 sur le marché nord-américain. Il réalise le 0 à 100 km/h en environ 8 secondes. Et il faut environ 8 secondes jusqu'à ce que j'ouvre le capot. Voilà. Et vous voyez les câbles haute tension en orange. Et en fait, le chiffre d'accélération dépend aussi de la version spécifique choisie. C'est une chose très intéressante. Et c'est aussi une chose intéressante. Bon, voilà, ça recommence encore. Donc, de temps en temps, si vous êtes déjà dans ce mode haute tension, c'est un système intéressant qui propose 3 modes de fonctionnement distincts. Le moteur à combustion entraîne directement les roues lorsque vous roulez à vitesse constante sur l'autoroute à 100, 120 ou 60 km/h, 70 miles à l'heure. Ensuite, un mode de conduite tout électrique. Ce moteur est éteint. Cela peut se produire en conduite lente quand il y a assez de batterie de réserve pour manœuvrer, se garer, et ainsi de suite. Puis il y a le mode où vous accélérez à fond et là, ça passe en tout électrique. Le moteur à combustion génère simultanément, combinant les deux systèmes. Et ça peut varier selon les moments en fonction de la situation. C'est leur idée derrière ça. Très intéressant comme concept, traction avant uniquement, toujours. En passant à l'intérieur, la clé Honda fait le travail. Assez petite, mais rentre bien dans la poche. Ici, la fermeture de porte. Et solide à l'avant. Moins solide derrière. Ici, différent. Intéressant, hein? Donc, pour la porte arrière, des économies, c'est évident. Mais bon, on utilisera bien plus la porte avant, de toute façon, c'est clair. À l'intérieur des portes, on retrouve du soft touch associé à une structure bien définie, c'est plutôt agréable. Avec insert noir, ouais, pas vraiment mon coup de cœur. Tissu haut de gamme rouge, très doux pour le coude, c'est plutôt cool. Un design simple et direct pour les commandes des vitres et des rétroviseurs latéraux. Pas de couverture à l'intérieur ici. J'adore vraiment ce design en maille des aérations qui apporte un look très sportif avec son motif en nid d'abeille. Le volant est sympa, simple et direct avec un bouton pour activer le chauffage. Une simple molette ici pour le volume, haut et aussi avec des clics sonores, le côté droit pour le régulateur de vitesse. Interface utilisateur simple, j'adore. Finition sport, tissu intérieur, simili-cuir extérieur. Ça a aussi l'air bien et c'est aussi plus respirant en été que la finition supérieure qui contient aussi la peau animale.
La position assise, mesurant 189 cm, il reste encore de la place de tête ici. Volant manuel, réglable en tous sens, siège vraiment très agréable et confortable. J'en ai parlé à Léa, elle trouve aussi les sièges bien confortables. Et même en tant que conducteur grand, tu te sens assez à l'aise. Ouais, aussi pour le genou ici du côté droit, c'est vraiment encore bon. Le côté gauche pour le pied, ça va, parfois. Pas assez de place. J'ai de grands pieds, mais ici, c'est plutôt bien. Il y a déjà pas mal d'espace à l'avant, c'est agréable. Passons maintenant au cockpit avant. Voyons ça. Tableau de bord en matériaux doux et bien structurés. Puis ici, cette grille s'étend tout du long de gauche à droite. Ça a l'air assez cool et sportif. Et j'adore ici les clics sonores pour la commande de la climatisation ainsi que pour la vitesse du ventilateur. C'est l'époque phare d'Audi. Et récemment, nous avons évoqué le fait qu'Audi allait revenir à cette philosophie initiale. J'ai de plus en plus poussé Audi dans cette direction, et toi aussi, et j'ai obtenu un retour d'Audi disant qu'il souhaitait revenir à ses boutons et ventilateurs de climatisation plutôt stylés. J'espère que ça se concrétise vraiment. On te tiendra au courant. L'écran ici, pour une voiture actuelle, reste plutôt raisonnable. Certains aiment plus de discrétion. Tu as Apple CarPlay, Android Auto et un contrôle du volume ici. Dans le menu interne de la voiture, tu peux consulter le flux d'énergie pour suivre en détail le fonctionnement du système hybride. Bien sûr, simplement en étant à l'arrêt ici, la consommation. Et là, la boîte à gants s'abaisse aussi en douceur. Des trucs volent partout comme vous le voyez. Désolé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Voilà. Nous avons aussi des pédales ajustables derrière le volant. On vous expliquera ça en conduisant. Les instruments numériques sont également présents dans le mode sport. Ils se situent en quelque sorte un niveau en dessous. En milieu de gamme, vous avez également ces instruments entièrement numériques, console centrale, deux USB-C et une prise 12 volts. La plaque de charge inductive n'est pas ventilée, donc il risque vraiment de surchauffer là-dessus. Les porte-gobelets sont adaptatifs, pas trop profonds, plutôt pour un petit café en quelque sorte. Ici, c'est intéressant qu'ils aient des boutons P, R, N séparés pour les vitesses et le sélecteur de mode de conduite est ici. Dans ce cas, normal, sport, individuel ou éco, comme économie. Cela améliore la réponse de l'accélérateur et ainsi de suite. Ici aussi, c'est très doux pour votre coude. J'aime cette surface douce pour le coude, à gauche et à droite. C'est plutôt cool. Le seul point faible côté qualité, ce sont les fenêtres. Elles font un peu pouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pas top. Certaines autres voitures haut de gamme, elles ont un truc plus fluide quand tu montes ou descends les vitres. Et aussi, parfois, tu vois que toute la zone bouge. Tu sais, quand les vitres s'ouvrent ou se ferment, même la porte elle-même bouge quand tu montes ou descends la vitre. Est-ce que tu arrives à le voir à la caméra? C'est très intéressant. Et ici aussi, la console centrale peut être vraiment bien secouée. Là, tu vois, par exemple, la qualité de fabrication pourrait être améliorée. Mais bon, 30 000 € aux États-Unis pour ce véhicule, c'est à prendre en compte. Un excellent rapport qualité-prix. Et à 40 000 € sur le marché européen, on peut excuser ça. Il y a beaucoup d'espace ici en dessous. Donc, globalement, je dois vraiment dire que oui, on peut critiquer certaines choses. Par exemple, aussi, disons que l'odeur initiale de la voiture neuve dans ce véhicule n'est pas vraiment agréable non plus. J'ai aussi remarqué ça, mais tellement d'éléments sont vraiment conçus pour le conducteur, facile à utiliser, intuitif et sans complications inutiles. Pas besoin d'apprendre la voiture. J'adore vraiment cette approche. Pour les portes arrière, haut et arrière dures, mais structure visuelle. C'est bien réalisé ici. La poignée et aussi pas de revêtement à l'intérieur de la porte, mais celle-ci est molle. Simili-cuir souple pour le coude arrière comme ça. Et en sport, tissu à l'intérieur, simili-cuir à l'extérieur, isofix sur les côtés. Ça s'abaisse juste comme ça. C'est pas trop mal quand même. Les trous pour les gobelets sont de tailles différentes, mais ils ne sont pas adaptatifs. Et deux prises USB-C en bas. Très important, on a vraiment beaucoup de place pour les jambes ici. Même avec des conducteurs grands devant, c'est cool. L'espace au-dessus est pas mal. Spacieux, mais bien avec ma taille de 1,89 m. Et quand tu t'assises ici, tu as toujours cette sensation que tu prends le prochain Uber. Oui, car cette voiture est très utilisée par les chauffeurs Uber. Elle est même une des plus vendues aux États-Unis. Très intéressant.
car elle propose énormément d'espace sans être trop chère. Son moteur est vraiment performant, surtout avec la version hybride qu'on trouve ici en plus. Et en Europe d'ailleurs, la Corolla Cross S, surtout en Allemagne récemment, est bien vendue comme taxi et Uber. Mais sur le marché nord-américain, j'ai l'habitude de voir des Civics rouler comme voiture Uber. Ou si vous avez de l'expérience avec ça, n'hésitez pas à la partager, je la lirai dans les commentaires. Passons maintenant au coffre, équipé d'un haillon pratique pour charger et décharger comme sur un break. 410 litres, un peu moins sur la finition haut de gamme à cause du subwoofer. C'est intéressant ici. Ce côté. Rouleau. Donc c'est vraiment unique. Il n'y a pas d'autre voiture équipée de ça et aucune autre marque ne propose ce genre de système. Oui, mais c'est vraiment intéressant. C'est rangé ici avec un accès direct et pratique. 1 mètre ou 40 pouces de large entre les passages de roues. La longueur est d'environ 90 cm, 36 pouces. Et devrions-nous mesurer la hauteur ici? Probablement, non. Donc, la hauteur maximale est d'un peu plus de 29 pouces ou 75 cm. C'est cool. Ici en dessous, juste un peu d'espace pour le matériel d'urgence. On dirait que ça pourrait contenir une roue de secours dans une autre version ou similaire. Et ensuite, ici, regardons. Ici, on peut se pencher comme ça, et voilà, c'est assez simple à faire. Et ensuite, nous avons une longueur totale de la zone du coffre de 1,75 m. 68 pouces. Commençons avec un peu d'accélération. Une ville incroyable pour conduire est l'autoroute allemande avec la toute nouvelle Honda Civic. Et nous explorons également en profondeur le système EHEV. Donc tu as cette visualisation dans le système d'infodivertissement où tu peux voir ce qui se passe. Oui, au quotidien, tu ne le feras sûrement pas, mais on peut le faire pour l'instant. Par exemple, là, on peut voir qu'en ce moment, tu sais, cette première chose, c'est de la récupération. Là encore, il y a de la puissance aux roues, mais dans ce cas, le moteur à combustion est en fait, il est en marche en fait. Donc, ça dépend, tu vois, ça va et vient. Là, tu peux voir quand ça marche ou pas. Donc le véhicule change constamment ce qu'il fait. Là, le moteur à combustion est de nouveau éteint, par exemple, en récupérant de l'énergie pour la batterie. Et à la fin du trajet, vous serez également informé de la consommation moyenne sur un cycle de conduite typique, par exemple. Mais vous laissez simplement le véhicule faire son travail et lorsque vous appuyez légèrement sur l'accélérateur, vous remarquez à peine ces différences. En conduite quotidienne, la direction est vraiment agréable, offrant une sensation très naturelle et intuitive. Oui, ce qui m'énerve parfois, c'est que la console centrale est dure pour la jambe droite. C'est peut-être quelque chose. Mais vous avez une bonne sensation du véhicule, on se sent en harmonie avec le conducteur. Vous êtes également reconnecté à la route, vous pouvez aussi retourner sur Apple CarPlay à nouveau. Voici l'intégration de CarPlay par exemple avec Google Maps en ce moment. Android Auto serait similaire en utilisant toute la surface de l'écran. On roule ici à environ 100 km/h, soit 60 miles par heure. On essaye d'aller vite sur l'autoroute très bientôt, mais ouais, les bruits de roulement et de vent, je dirais que à ce moment-là, ce n'est pas trop fort, mais tu sens que ce n'est pas le véhicule le plus silencieux ou comme tu dis, Léa, ouais, elle dit que c'est bien, ouais, mais au moins à ces vitesses ici pour l'instant. Mais ce que j'aime vraiment, c'est qu'il a cette sensation de conduite typique d'une berline. Tu sais, ça s'applique aussi à la version Ion ici. Et je pense que ce sera aussi bien pour les passagers, tu vois. Donc j'aime les SUV pour la position de conduite. En conduite, les voitures avec un siège bas sont souvent un peu plus amusantes à piloter. Et ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand je fais ça, tu freines, puis tu accélères en sortant du rond-point et tu sens immédiatement cette poussée typique du véhicule électrique. Tu vois? Et donc c'est une réaction très instantanée aussi. Mais tout ce système fait que tu ne sens pas que le moteur serait, je dirais, comme agacé ou trop sollicité. Tu ne le sens pas quand tu es en conduite normale, tu ne pousses pas le véhicule, tu sais, c'est aussi pour ça que le système hybride est conçu, pour que tu sois vraiment doux avec l'accélérateur.
tu flottes dans la circulation, pour ainsi dire, et c'est aussi bien, et ce n'est pas trop bruyant, et ça change constamment, et puis le moteur est tellement silencieux que parfois je dois vérifier le système moi-même pour vraiment décider s'il est actuellement en marche ou non, donc c'est très intéressant. Tu veux parler des pédales de changement ici, parce qu'avec ça, tu peux en fait contrôler la décélération ici quand tu quittes la pédale d'accélérateur. Tu peux contrôler ça avec ça. Ce n'est pas destiné à changer de vitesse dans ce cas précis. Ça viendra avec la Honda Prelude dont on vous a récemment dévoilé un tout premier aperçu de l'extérieur et de l'intérieur. Mais ici, il s'agit vraiment de la décélération lorsque vous relâchez l'accélérateur. Et oui, étant donné que c'est une hybride, elle utilise également ce freinage régénératif. Ici, ça affiche aussi le mode EV sur l'écran. Vous savez ainsi quand vous roulez en tout électrique. Lorsque vous conduisez en ville en appuyant doucement sur l'accélérateur, il arrive très souvent que vous rouliez en mode électrique. Et c'est aussi vraiment silencieux. Voici un beau Tamek, par exemple, sur cette route-là. Et quand je suis en mode électrique, c'est aussi une expérience très agréable, calme, comme si vous conduisiez un véhicule électrique. Bientôt ici, quand j'accélère et que le moteur s'allume, mais vous l'entendez à peine. Cette Civic offre une conduite fluide, très neutre, mais dans un sens positif, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, elle ne fait rien que vous ne prévoyez pas. Et c'est la même chose. Qui se répète dans le schéma d'un bon enduro avec l'interface utilisateur. Cette voiture est une voiture sans chichi, je la décris toujours comme ça. Elle fait simplement ce qu'elle est censée faire, elle ne fait rien d'inattendu et vous savez exactement ce que vous obtenez. C'est en fait ce que j'aime aussi chez Honda lorsqu'on conduit. Et maintenant, il est temps de rouler sur l'autoroute allemande, notre autobahn pour vous, toujours agréable d'entrer et de sortir parce qu'il y a aussi ce virage sportif sympa à prendre. Alors on y va. Je veux aussi essayer de conduire un peu plus vite. Vous pourrez voir comment elle se comporte vraiment à des vitesses plus élevées. On va voir ça. Le côté gauche est libre. Oui, bien sûr, quand j'appuie vraiment, vous savez, le moteur est plus bruyant ici. Oui, 130 km/h, soit 70 à 75 miles par heure. Le vent est aussi plus fort. C'est assez bruyant, hein? Oui, c'est fort. C'est un compromis typique pour ce rapport qualité-prix. On n'a pas une voiture silencieuse à haute vitesse. Pour de nombreux marchés où cette voiture est vendue en grand nombre, ça n'est peut-être pas si pertinent. Parce que généralement, les gens ne roulent pas aussi vite qu'en Allemagne, mais ici, à 140, 150 km/h, c'est assez bruyant. Mais c'est peut-être un problème allemand ou qu'en penses-tu? Cependant, en termes de suspension, vraiment, même à haute vitesse, le contrôle de la direction, le véhicule semble vraiment stable sur la route, même à haute vitesse. C'est ce que j'ai vraiment apprécié. Donc, ouais, ici, vers 100-120, c'est aussi acceptable en termes de bruit du vent. Mais ça donne une sensation très calme. Donc ici aussi, quand on fait quelques changements de voie à gauche et à droite, et ainsi de suite, ça semble sportif, c'est bien maîtrisé. Encore une fois, ça donne une très bonne sensation de contrôle sur le véhicule. Voyons aussi ce que le véhicule fait ici. Par exemple, à ce moment, le moteur à combustion est en marche, il entraîne directement les roues et il recharge en même temps la batterie du véhicule. Alors maintenant, il est en marche et il ne recharge pas la batterie. Donc, ça dépend de la situation, vous voyez? Donc, encore une fois. Et maintenant, il recharge à nouveau la batterie. Donc, il fait des choses différentes tout le temps. Là, vous pouvez voir ce symbole ici. Et quand je suis hors des gaz, le moteur s'éteint encore une fois. Recalibration des roues vers la batterie. Oui, juste pour vous donner un autre exemple des différentes situations ici, le moniteur d'angle mort est également là, clignotant dans le rétroviseur, et les systèmes d'assistance, vous pouvez les configurer ici. Il y a de jolis clics et vous pouvez augmenter la vitesse juste ici et ainsi de suite. Il y a aussi un assistant de maintien de voie actif que je peux activer ou désactiver ici. Voyons, en allant au milieu ici. Alors maintenant, ça devrait... Oui, maintenant des lignes vertes. Et maintenant, il me maintient activement dans la voie.
Et pour l'instant, tout va bien. L'autoroute va bientôt effectuer une légère courbe à gauche. Voyons comment il s'en sort à cet endroit. Ou si peut-être il surcorrige. Je devrais bien sûr garder mes mains sur le volant. Et maintenant, pas trop de surcorrection. Jusqu'ici, ça va. Calme et posé, encore une fois. Ici aussi, maintenant, dans ce léger virage à droite, ouais, on sent à peine que ça bouge ou que ça change. C'est vraiment agréable, en fait. Donc, dans tous les comportements de conduite. Vraiment très solide. Consommation autour de 5 litres aux 100 km, voire moins pour notre essai d'aujourd'hui. 47 miles par gallon aux États-Unis, 56 miles par gallon au Royaume-Uni. Un bon résultat, vraiment très efficace. Pour le prix, comme je l'ai mentionné, les constructeurs baissent rarement. C'est ce qui s'est passé en Europe. 38 000 € pour le prix de base, 39 000 pour la finition sport. Ajoute de la peinture ou quelques petites options et tu dépasses les 40 000 €. Et c'est tout, en gros. C'est assez étonnant et ça explique vraiment ce rapport qualité-prix vraiment impressionnant. Et sur le marché nord-américain, je veux dire, l'hybride commence ici à 38 000 $ US. Le non-hybride est encore un peu moins cher, c'est vraiment étonnant. Peut-être que la berline semble plus élégante à l'arrière que la version Hayan ici. Sur un marché avec des berlines, celle-ci reste plus pratique pour charger et décharger. Elle offre un bon espace intérieur et c'est aussi sympa avec les roues motrices à l'intérieur. Je vous ai montré certains points intérieurs qui manquaient un peu de qualité de construction. C'est là qu'on voit qu'il n'est pas le plus cher. Le moteur peut aussi être efficace. Oui, ce n'est pas le moteur le plus sportif, mais côté châssis et direction, c'est vraiment très amusant à conduire. C'est aussi un point fort. Donc, c'est un bon ensemble global. Pas étonnant que ce soit encore une des voitures les plus vendues au monde. Aux États-Unis, c'est encore moins cher, environ 30 000 $ américains en tout. Finalement, c'est assez surprenant. Et on peut se demander si les voitures doivent offrir plus que ça, non? T'en penses quoi? Découvrez dès maintenant plus de tests Honda.